Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout, car ce que je m'apprête à vous raconter a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la famille. Ma fille a appelé 3 jours avant Noël. Sa voix avait cette qualité lisse et professionnelle qu'elle utilisait avec les fournisseurs qu'elle s'apprêtait à licencier. Papa, à propos de Noël cette année, c'est vraiment plus un événement de réseautage professionnel, des clients à enjeux élevés. Tu serais probablement plus à l'aise à la maison. Je me tenais dans ma cuisine à Lyon, le téléphone collé à l'oreille. Le calendrier sur le mur indiquait le 22 décembre. 3 jours jusqu'à leur fête parfaite. 3 jours jusqu'à ce que je passe Noël seul pour la deuxième année consécutive. Je vois, dis-je. C'est tout, juste 2 mots. Parce qu'à 59 ans, j'avais appris que discuter ne faisait qu'empirer les choses. Je savais que tu comprendrais. On fera quelque chose en janvier. Juste nous. Dîner de famille. Elle raccrocha avant que je ne puisse répondre. Pas de «je t'aime», pas de «joyeux Noël», juste une tonalité dans l'écho creux de son excuse. Je regardais autour de moi dans ma cuisine. 23 dessins couvraient mon réfrigérateur, maintenu par des aimants en forme de monuments lyonnais. Des portraits au crayon de ma petite fille, Abigail. Des bonshommes bâtons étiquetés «Moi plus grand-père». Des cœurs en rose et violet, un sapin de Noël avec des cadeaux dessous. Elle les avait tous dessinés en secret. 9 ans, et elle savait déjà que ses parents n'approuveraient pas qu'elle-même. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Le genre de silence qui s'installe dans vos os quand vous réalisez que vous êtes devenu invisible aux yeux des personnes qui devraient vous voir le plus. Mais voilà ce que Sophie ne savait pas. Je n'étais pas juste un scientifique retraité qu'il pouvait ignorer. Je n'étais pas obsolète. Et je n'allais pas rester silencieux beaucoup plus longtemps. 4 ans plus tôt, octobre. Les mots du médecin flottaient dans l'air comme de la fumée. Cancer du pancréas de stade 4. Je suis désolé, monsieur Rousseau. Nous allons la rendre confortable. Marie était assise à côté de moi dans le cabinet de l'oncologue, sa main enveloppée autour de la mienne. Combien de temps demanda-t-elle. 3 à 6 mois, peut-être moins. Marie mourut un mardi matin début octobre. Les feuilles dehors commençaient juste à virer à l'or et au rouge contre un ciel bleu pâle. Elle serra ma main une dernière fois, me regarda avec ses yeux gris qui m'avaient accompagné pendant 37 ans de mariage. Tu vas t'en sortir, Philippe, murmura-t-elle. Tu es plus fort que tu ne le penses. Puis, elle ferma les yeux et me quitta. Les funérailles furent tout ce que Marie aurait détesté. Trop de fleurs, trop de gens disant des choses qui n'avaient pas d'importance. Abigail se tenait à côté de moi au bord de la tombe. Sa petite main serrait la mienne si fort que je pouvais sentir son pouls. Quand ils descendirent le cercueil, elle leva les yeux vers moi avec les yeux de Marie. Grand-père? Où est partie grand-mère? Je m'agenouillai, écartai une boucle de son visage. Elle est dans les étoiles maintenant, ma chérie. Elle veillera sur nous de là-haut. Avant que Marie ne meure, les dîners du dimanche étaient sacrés. Sophie apportait ses idées commerciales, étalant des papiers sur notre table à manger pendant que Marie découpait le rôti. Rebecca appelait de Paris, sa voix en haut-parleur pendant que Marie remuait la sauce. Abigail s'étalait sur le sol de la cuisine avec des crayons, dessinant des scènes élaborées de dinosaures et de princesses. Marie me lançait un regard par-dessus la cuisinière, ce petit sourire qui disait « Ça, c'est ce qui compte ». Je travaillais dans mon bureau à domicile sur des algorithmes pour Hartwell. Marie m'apportait du café vers 15 heures. Encore une percée, docteur Rousseau? J'avais travaillé chez Hartwell Diagnostics pendant 32 ans. Construit leur département d'imagerie diagnostique à partir de rien. Quand Sophie rejoignit l'entreprise il y a 15 ans, j'étais fier. Je pensais que nous construirions quelque chose ensemble. Marie avait l'habitude de dire « Attention, Philippe, la politique d'entreprise ne se soucie pas de la famille. » J'aurais dû l'écouter. Les 6 premiers mois après la mort de Marie, les enfants appelaient souvent. Le deuil rapproche les gens, même brièvement. Mais au 7e mois, les appels de Sophie devinrent plus courts. Au 9e mois, les visites de Rebecca cessèrent. Les changements au travail furent subtils au début. J'expliquais un protocole de diagnostic lors d'une réunion, et Sophie m'interrompait. C'est un bon contexte, papa, mais laisse-moi ramener ça au contexte moderne. Comme si j'enseignais l'histoire au lieu de la recherche de pointe en IA.
Le vrai changement eut lieu lors d'une réunion du Conseil en décembre, 1 an après la mort de Marie. Je présentais mes recherches sur les applications des réseaux neuronaux dans l'imagerie médicale. 30 diapositives, 15 ans de travail. Puis Sophie se leva. L'expertise de papa est précieuse, mais nous devons penser aux talents plus jeunes qui comprennent où se dirige le marché. Talent plus jeune. Elle avait 33 ans. J'en avais 58. Apparemment, cela me rendait obsolète. La deuxième année fut pire. Thanksgiving arriva et je ne fus pas invité. Je l'ai découvert sur Facebook. Rebecca avait posté des photos d'un énorme dîner au penthouse de Sophie. Toute la famille rassemblée autour d'une table pouvant accueillir 20 personnes. J'appelais Sophie. Je ne savais pas que tu organisais un dîner de Thanksgiving. Pause. C'était de dernière minute, papa. Juste la famille proche. Je suis de la famille proche. Tu sais ce que je veux dire. C'était petit, intime. La photo montrait 20 personnes minimum. Peut-être l'année prochaine, dit-elle. Le pire, c'était Abigail. Elle avait eu 6 ans le mois après la mort de Marie. Maintenant, elle avait 7 ans, puis 8, grandissant dans des photos que je voyais sur les réseaux sociaux. Des fêtes d'anniversaire auxquelles je n'étais pas invité. Je demandai un jour à Sophie, est-ce que je peux emmener Abigail pour l'après-midi? Elle est occupée avec des activités, papa. Football, piano, tutorat. Son emploi du temps est chargé. Je suis son grand-père. Je sais, on trouvera quelque chose. On n'a jamais rien trouvé. Mais Abigail trouva un moyen. Le premier dessin arriva dans ma boîte aux lettres un mardi de septembre. Pas d'adresse de retour. Juste mon nom et mon adresse en écriture soigneuse et maladroite. À l'intérieur, un portrait au crayon. 2 bonshommes bâtons se tenant la main. Étiquette, grand-père et moi. Un soleil dans le coin avec un smiley. Je le scotchai sur mon réfrigérateur et pleurais pour la première fois depuis les funérailles de Marie. D'autres dessins arrivèrent, un toutes les semaines ou deux. Abigail n'écrivait jamais de notes, mais elle n'avait pas besoin. Les images disaient tout. Moi et grand-père au parc. Moi et grand-père en train de faire des gâteaux. Moi et grand-père avec des cœurs tout autour. 8 ans, et elle apprenait déjà à aimer en secret. Au deuxième Noël sans Marie, j'avais 23 dessins couvrant mon réfrigérateur. Ce Noël-là, j'organisais le dîner. Juste moi, cuisinant la recette de rôti de Marie dans une maison trop silencieuse. Je brûlais le rôti, oubliais la sauce au canneberge, mais Sophie appela vers 19 heures, mit Abigail en FaceTime. Joyeux Noël, grand-père. Son visage remplit l'écran. Sourire édenté. Je t'ai fait un nœud? La main de Sophie entra dans le cadre, prit le téléphone. D'accord, ma puce, c'est l'heure d'aller au lit. Dis au revoir à grand-père. Ah, mais je voulais lui montrer. Abigail, au lit maintenant. L'écran devint noir. C'est à ce moment-là que je réalisais que je n'étais pas juste en train d'être oublié. J'étais en train d'être effacé. Lentement, méthodiquement, une invitation manquée à la fois. Et je n'avais aucune idée de comment l'arrêter. La percée. La percée arriva à 2 heures du matin. Je travaillais sur l'algorithme depuis des mois, des années, vraiment, si on comptait toutes les recherches fondamentales. Mais cette nuit-là, tout s'enclencha. Mon bureau à domicile n'était éclairé que par l'écran de mon ordinateur et la lampe de bureau que Marie m'avait offerte il y a 20 ans. Le café avait refroidi depuis des heures, mon dos me faisait mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais si proche. L'algorithme était conçu pour analyser l'imagerie médicale en utilisant l'intelligence artificielle. Pas seulement pour lire les scanners, mais pour prédire les maladies avant l'apparition des symptômes. Des choses comme le cancer du pancréas qui avait pris Marie. Je tapais les dernières lignes de code, lançais le test. Ça fonctionnait. Pas juste fonctionner. C'était exceptionnel. Cet algorithme pourrait sauver des milliers de vies. Je me reculais dans ma chaise. La photo de Marie me regardait depuis le coin de mon bureau. C'est ça. C'est ce que tu croyais que je pouvais faire. Pour la première fois en 2 ans, je ressentis autre chose que du chagrin. Je ressentis un but. J'attrapais mon téléphone, appelais Sophie. Il était tard, mais ça ne pouvait pas attendre. Papa, il est 2 heures du matin. Je sais, mais j'ai eu une percée. C'est un algorithme IA pour analyser l'imagerie diagnostique. Il peut prédire des maladies avant qu'elles ne soient mises symptomatiques. Sophie,
Ça pourrait révolutionner la détection précoce. Jusqu'où en es-tu? Complet, testé. Ça fonctionne. Longue pause. Ça pourrait sauver l'entreprise. Hartwell est en difficulté. Les investisseurs sont nerveux. Mais quelque chose comme ça, papa, ça pourrait tout changer. J'aurais dû entendre la faim dans sa voix. Je veux le valider d'abord. Bien sûr, mais papa, quand tu seras prêt, ça pourrait être énorme pour nous tous. Je suis fier de toi. Ces 4 mots. Je ne les avais pas entendus depuis si longtemps. Après avoir raccroché, je restais assis dans le noir à fixer mon écran. Quelque chose me tracassait. Marie avait l'habitude de dire « Documente tout, Philippe. Le monde n'est pas toujours juste. Protège-toi, même des personnes en qui tu as confiance. » Je regardais la photo de Marie. Son sourire ne répondit pas, mais quelque chose dans mes tripes se tordit. J'ouvris un nouveau document, commençai à tout taper. Chaque ligne de code, chaque résultat de test, juste au cas où. Le lendemain matin, j'appelai le docteur Catherine Whitmore. Nous nous rencontrâmes dans un café près du campus de Grenoble par un après-midi gris de mars. Elle étudia mon code pendant 10 minutes sans parler. Finalement, elle se recula. « Philippe, c'est exceptionnel. Un travail qui définit une carrière. Mais j'ai besoin que tu entendes quelque chose. Dépose le brevet avant d'en parler à qui que ce soit d'autre. Avant de l'apporter à Hartwell. Avant d'en parler à ta famille. » Ma famille? Surtout ta famille. J'ai vu ça avant. Des travaux brillants revendiqués par des personnes qui n'ont rien contribué. Les disputes sur la propriété intellectuelle détruisent les relations plus vite que l'infidélité. Sophie est ma fille. Elle ne ferait pas ça. Je ne dis pas qu'elle le ferait. Je dis de te protéger quoi qu'il arrive. Elle sortit son téléphone. Je connais un avocat spécialisé en propriété intellectuelle à Paris. Appelle-le aujourd'hui. L'expression de Catherine s'adoucit. J'ai eu une collègue autrefois, chercheuse brillante. Elle a partagé son travail avec son partenaire de recherche. Ils avaient travaillé ensemble pendant 15 ans. Il a déposé le brevet à son nom. Quand elle l'a découvert, c'était trop tard. Il a obtenu la reconnaissance, le financement. Elle n'a rien eu. Catherine écrivit un nom sur une serviette. David Grayson. Dis-lui que je t'ai envoyé. Dépose d'abord, partage après. Les gens changent quand l'argent est impliqué. Ou peut-être qu'ils te montrent juste qui ils ont toujours été. Le bureau de David Grayson était dans le centre de Paris, tout en verre et acier. Il étudia mon travail pendant 1 heure. C'est du travail solide, docteur Rousseau. Exceptionnel. Nous allons déposer une demande de brevet complète. Chaque ligne de code documentée et horodatée. Combien de temps ça prend? Le dépôt est immédiat. L'approbation complète peut prendre 1 an ou plus, mais ce qui compte, c'est la date de dépôt. Ça établit la priorité. Je me sens bizarre de faire ça sans le dire à ma fille. Elle travaille chez Hartwell. Déposez maintenant, partagez plus tard. Vous pourrez toujours travailler avec Hartwell. Vous le ferez juste depuis une position de protection. Protège-toi, avait dit Marie. Même des personnes en qui tu as confiance. D'accord, déposons. Nous passâmes les 3 heures suivantes à tout documenter. Nous déposerons demain, dit David. Vous aurez les documents d'ici la fin de la semaine. Je rentrai chez moi, les mains serrées sur le volant. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel en orange et rose. Mais la culpabilité pesait lourd dans mon estomac. Mon téléphone vibra. Texto de Sophie. « Salut papa, je pensais à ton algorithme. J'aimerais en entendre plus. Dîner cette semaine ?» Elle ne m'avait pas invité à dîner depuis 6 mois, n'avait pas demandé à entendre parler de mon travail depuis plus d'1 an. Maintenant, soudainement, elle était intéressée. Je répondis « Bien sûr, jeudi. Le brevet fut déposé. 15 mars 2022. Chaque ligne de code, chaque algorithme, horodaté est légalement mien. » Je ne le dis pas à Sophie. Au dîner jeudi, j'expliquais juste le framework, les concepts généraux, pas les spécificités, pas le code. C'est incroyable, papa. Ça pourrait sauver Hartwell. Vraiment le sauver. On pourrait faire ça ensemble, père et fille. Je voulais la croire. Dieu, je voulais la croire. Mais quelque chose dans ses yeux ne correspondait pas à son sourire. Quelque chose d'affamé. Cette nuit-là, je restais assis dans mon bureau à fixer le certificat de brevet. Le jour où j'avais protégé le travail de ma vie contre ma propre fille.
J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, je me sentis comme si je venais de reconnaître que la famille que Marie et moi avions construite s'était déjà effondrée. La trahison. Les semaines après le dépôt du brevet furent étranges. Sophie appela un mardi après-midi. Papa, j'ai besoin d'une faveur. Hartwell est dans une situation difficile. Ton travail de diagnostic, pourrais-tu consulter sur la stratégie? Quelque chose dans sa voix? L'empressement. Le genre qui fait les vendeurs à succès et les joueurs dangereux. Consulter comment? Juste venir à quelques réunions. Expliquer le potentiel de l'IA dans le diagnostic. Tu n'aurais pas à partager l'algorithme réel, juste les concepts. J'appelais David Grayson. J'envisage de consulter pour Hartwell. Est-ce que ça affectera mon brevet? Tant que vous ne divulguez pas le code propriétaire, vous êtes tranquille. Gardez-le conceptuel. Et Dr Rousseau, documentez tout. Chaque réunion, chaque conversation, chaque email. Vous pensez que c'est nécessaire? Je pense que c'est intelligent. Le meilleur moment pour voler la propriété intellectuelle, c'est quand la personne ne réalise pas qu'elle la donne. Je signais le NDA parce que je voulais faire confiance à Sophie. Parce que même après tout, elle était toujours ma fille. Mais à juillet. Les 3 mois suivants furent bien. Presque comme au bon vieux temps. Sophie appelait régulièrement. Les réunions chez Hartwell continuèrent. Je décrivis les frameworks pour entraîner des modèles IA, expliquais les structures de données. Toujours prudent, toujours gardant mon algorithme privé. Mais je ne réalisais pas combien Sophie apprenait. Comment une personne intelligente pouvait rétro-ingénierer le puzzle quand vous aviez déjà montré la plupart des pièces. Le 28 juin. La présentation aux investisseurs. Paris, centre-ville. Salle de conférence chic avec vue sur la Seine. Assieds-toi juste dans le fond, papa. Je veux qu'ils voient que nous avons une expertise technique profonde. 20 investisseurs remplirent la salle. Sophie se tenait à l'avant, polie, confiante. Hartwell Diagnostics est à l'avant-garde de l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos plateformes diagnostiques. Nous sommes positionnés pour révolutionner la détection précoce des maladies. Mes diapositives, mes frameworks, mes concepts, présentés comme l'innovation de Hartwell. Un investisseur me lança un coup d'œil. « Et vous êtes ?» Sophie répondit avant que je puisse le faire. « C'est mon père, le docteur Philippe Rousseau. Il a fondé la division de recherche de Hartwell. Il nous a aidés avec une partie des bases techniques. Aidés avec les bases. Comme si j'étais son assistant. » La présentation continua. 40 minutes de Sophie expliquant ma vision, ma recherche, mes percées. Pas une seule mention que le travail était le mien. Une femme s'approcha de moi après. « Docteur Rousseau, je suis Sarah Chen. J'ai un doctorat en bioingénierie. Je reconnais l'architecture fondamentale des réseaux neuronaux quand je la vois. C'est 20 ans de recherche, pas 2 ans de développement. Vous devriez vérifier vos dépôts de brevets. » Puis elle s'éloigna. Sophie me ramena, excitée, énergisée. C'était génial, non? Sophie, ces diapositives, c'était ma recherche. Papa, c'était la recherche de Hartwell. L'entreprise a développé le framework. J'ai développé le framework il y a 2 ans. Tu dramatises. Nous faisons ça ensemble. Hartwell a besoin d'investissement. Si les investisseurs pensent que nous sommes un projet père-fille, ils ne nous prendront jamais au sérieux. Donc tu m'effaces? Je positionne l'entreprise pour le succès. Sa mâchoire se crispa. Mais si tu ne me fais pas confiance, si tu penses que je suis une escroc, alors peut-être que tu ne devrais plus consulter pour nous. Le froid dans ma poitrine se répandit. Peut-être que je ne devrais pas. Je sortis de la voiture, marchai jusqu'à ma porte d'entrée. Sophie partit vite, en colère. Puis j'allai dans mon bureau, documenter tout. Ajouter la date, décrivis la présentation, les diapositives, aider avec les bases techniques. Je pensais à ce que Sarah Chen avait dit. Vérifiez vos dépôts de brevets. J'appelais David Grayson. J'ai besoin de te parler de la protection de mon brevet. Bientôt. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et je manquais de temps pour comprendre quoi. David me rappela le lendemain. Philippe, j'ai vérifié. Il n'y a rien qui correspond à votre travail. Pas encore. Commencez à enregistrer vos réunions avec elle. La documentation, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection. Je n'entendis pas parler de Sophie pendant 2 semaines, puis elle appela.
Papa, on doit parler. Viens pour le déjeuner samedi. Abigail n'arrête pas de demander de tes nouvelles. Abigail, mon cœur se serra. À quelle heure? Midi. Et papa, ne nous disputons pas, soyons juste une famille. Samedi 23 juillet. Le penthouse de Sophie surplombait le centre de Paris. Céleste ouvrit la porte. Philippe, si bon de te voir, entre. Puis Abigail apparut, courant dans le couloir. Grand-père! Elle se lança sur moi. Je l'attrapais, la serrais fort. Elle sentait le shampoing à la fraise. Le déjeuner fut tendu. Après, Sophie me conduisit dans son bureau. À propos de la présentation, j'aurais pu mieux gérer ça. Mais les investisseurs ont besoin de confiance. Si je leur dis que tout est basé sur la recherche d'une personne, ils deviennent nerveux. Donc tu fais semblant que le travail est le tien? Pas le mien, le nôtre. Papa, j'essaie de construire quelque chose dont maman serait fière. N'utilise pas ta mère. Est-ce que nous travaillons ensemble, Sophie, ou est-ce que tu travailles et je suis juste là? Ce n'est pas juste. J'en ai fini de faire semblant que tout va bien. Je vais dire au revoir à Abigail. La chambre d'Abigail était rose et blanche. Elle était assise sur son lit, tenant un dessin. Grand-père, regarde, je t'ai fait ça. C'était nous, des bonshommes bâtons, une maison, un jardin. Je t'aime, grand-père, de la part d'Abigail. C'est magnifique, ma chérie. Tu peux le mettre sur ton réfrigérateur avec les autres? Tu sais pour les autres? Elle hocha la tête. Je les mets dans la boîte aux lettres quand maman ne regarde pas. Papa m'aide parfois? Sophie aidait, donc elle savait. Tout ce temps. Pourquoi tu ne viens pas plus souvent? Demanda Abigail. Avant que je puisse répondre, Céleste intervint. Il est temps de laisser grand-père partir. Dans l'ascenseur, Sophie dit « À propos de l'algorithme, je pense vraiment qu'on pourrait faire quelque chose d'incroyable ensemble. Si seulement tu me faisais confiance. » Les portes se fermèrent. Après ce déjeuner, les choses empirèrent. Les réunions se passaient sans moi. Rebecca appela en août. J'organise une petite réunion pour mon anniversaire. Juste la famille. Tu peux venir? Le 10 septembre. Je serai là. Le 10 septembre arriva. Je sonnai. Rebecca ouvrit, les yeux écarquillés. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Derrière elle, je voyais des gens. Sophie, Céleste, Abigail. Ta fête d'anniversaire. Tu m'as invité. C'est le week-end prochain, papa. Cette semaine, c'est juste la famille de mon mari. Je regardais derrière elle. Vis Sophie me voir. La vis détournait le regard. Je vois. Malentendu total. Je retournai à ma voiture. Ne pleurez pas jusqu'à être sur l'autoroute. Il n'y eut pas de fête le week-end suivant. L'appel vint d'un numéro inconnu. Docteur Rousseau, ici William Porter. Je suis un capital risqueur chez Northland Investments. Votre fille se nous a approché il y a 3 mois, a présenté un algorithme de diagnostic IA comme technologie propriétaire de Hartwell. Le 15 juin, 2 semaines après que j'avais déposé mon brevet. J'ai trouvé votre dépôt de brevet. 15 mars. Le framework dans la présentation de Sophie correspond presque exactement. Je vous envoie le dossier de présentation. Vous devriez voir ce qu'elle dit. L'email arriva 2 minutes plus tard. 23 diapositives. Logo Hartwell sur chaque page. Framework IA révolutionnaire pour diagnostic prédictif. Technologie propriétaire développée par Hartwell Diagnostics, dirigée par Sophie Morrison, VP de l'innovation. Chaque diapositive détaillait mon travail, mes algorithmes, ma recherche, présenté comme si Sophie l'avait inventé. Je restai assis à ma table de cuisine et le lus 3 fois. Chaque fois, la trahison coupait plus profondément. Ma fille n'avait pas juste pris le crédit. Elle avait essayé de vendre mon travail pour du profit, à plusieurs investisseurs, pendant qu'elle faisait semblant que nous construisions quelque chose ensemble. J'appelais Catherine Whitmore. Elle vint ce soir-là. Lut le dossier. Philippe, je suis désolé. J'ai déposé le brevet. Je suis protégé légalement. Je suis désolé que ta fille ait fait ça. Je suis désolé que parler signifie détruire des relations. Que dois-je faire? Que veux-tu faire? Je pensais au dessin d'Abigail, au mensonge de Sophie, à la voix de Marie. Je veux la justice, mais je ne veux pas blesser des innocents. Parfois, la justice blesse tout le monde, y compris la personne qui la cherche. Mais le silence protège les abuseurs.
même quand ce sont vos enfants. Neural Diagnostics. Je rencontrais deux de mes anciens collègues, Colin Reed et Lauren Hayes. Je veux créer une nouvelle entreprise, Neural Diagnostics, construite sur mon brevet, table rase. Colin se pencha en avant. Je suis partant. Lauren hocha la tête. Moi aussi. Quand est-ce qu'on dépose pour l'introduction en bourse? Octobre. Lancement ciblé le 1er janvier. Minuit. Pourquoi minuit? Je sortis mon téléphone, leur montrai le dernier texto de Sophie. Dîner de famille pour Noël. Juste nous trois. J'avais répondu « J'adorerais ». Elle n'avait jamais donné suite. Je lance à minuit le jour de Noël, pendant que Sophie a sa fête de réseautage. Lorraine sourit. Poétique. Une femme nommée Jennifer Hayes de Forbes me contacta mi-novembre. Docteur Rousseau, j'ai entendu que vous lancez une nouvelle entreprise de diagnostic. J'aimerais faire un article. Les hommes dans les STEM, le vol de propriété intellectuelle, la trahison familiale. La vérité. Je la rencontrai au même café d'Annecy. Apportez tout. Dépôt de brevet, dossier de présentation de Sophie, corroboration de William, enregistrement de réunion, email. 2 ans de documentation. Jennifer prit des notes pendant 3 heures. C'est énorme. Couverture nationale. J'ai besoin que vous mettiez un embargo jusqu'à quand? Minuit le jour de Noël? Vous êtes sûr? Une fois que ça sera public, il n'y aura pas de retour en arrière. Ma fille a déjà tout pris. Je ne fais que reprendre la vérité. Qu'en est-il des employés de Hartwell? Cette histoire éclate, l'entreprise coule. Des gens perdent leur emploi. Je sais, la culpabilité pesait lourd. Mais si je reste silencieux, Sophie continue de faire ça. Le silence permet l'abus. Je mettrai un embargo jusqu'à Noël, mais Philippe, ça va changer votre vie. Elle a déjà changé. Je décide juste comment. Le texto arriva le 3 décembre, de Rebecca. Noël, c'est juste la famille proche cette année. J'espère que tu comprends. Je répondis, je suis de la famille proche. Tu sais ce que je veux dire. Peut-être l'année prochaine? Je regardais le calendrier. 22 jours jusqu'à Noël. L'année dernière, j'avais organisé. Cette année, je n'étais pas invité. Je marchais jusqu'à mon réfrigérateur. Regardais les 23 dessins d'Abigail. 23 rappels que je n'avais pas été complètement effacés. Pas encore. Mais ils essayaient. Le 20 décembre. 10 jours avant que l'article de Jennifer ne soit publié. J'ai presque arrêté. Presque appelé Jennifer et dit « Ne publiez pas ». Mais alors Sophie posta sur les réseaux sociaux. Une photo. Elle, Rebecca, Céleste et Abigail à une fête de fin d'année chic. Légende. Reconnaissant de célébrer avec les personnes qui rendent tout possible. Abigail portait une robe en velours rouge. Elle avait l'air plus âgée. Je ne l'avais pas vue en personne depuis juillet. 5 mois. Ses yeux avaient l'air tristes. Sophie appela. « Salut papa, la veille de Noël, c'est un événement client cette année. Gros investisseur. Tu serais probablement plus à l'aise à la maison. » Je sais, tu as déjà dit ça clairement. Ce n'est pas personnel, papa. C'est entièrement personnel, Sophie. On fera quelque chose en janvier, dîner de famille, juste nous. Bien sûr. Je regardais par ma fenêtre. La neige tombait. Bonne fête, Sophie. Je raccrochais. Puis j'ouvris mon ordinateur portable. Envoyai un email à Jennifer Hayes. Objet. Feu vert. Corps. Publiez-le. 2 mots. C'est tout ce qu'il fallait pour faire exploser ma famille. Je restais sur « envoyer » pendant 5 minutes. Pensez à Abigail, à Marie, à être effacé une invitation à la fois. Pensez à Sophie vendant mon travail aux investisseurs, au mensonge, à la trahison. Je cliquais sur « envoyer ». Je cuisinais le dîner pour un. Pâtes simples, salade, verre de vin. La photo de Marie était sur la cheminée, toujours souriante. Je ne sais pas si c'est juste, mais j'en ai fini d'être invisible. Mon téléphone sonna à 21h. Numéro inconnu. Allô? Grand-père. C'est moi, Abigail. Tu me manques. Sa voix se cassa. Je voulais appeler pour dire joyeux Noël. Tu me manques aussi, ma chérie, tellement. Je t'ai fait un grand dessin. Le plus grand. C'est toi et moi au parc avec les canards. Maman a dit que je ne pouvais pas l'envoyer, mais je vais le faire quand même. Je vais le cacher dans mon sac à dos. J'ai hâte de le voir.
Bruit de fond. Je dois y aller. Je t'aime, grand-père. Je t'aime, mon bébé. La ligne devint morte. Je restais assis, les larmes coulant. 9 ans, et elle apprenait déjà que mémé était quelque chose à cacher. 23h45. Je m'assis à ma table de cuisine, ordinateur portable ouvert. Article Forbes en file d'attente. Introduction en bourse de Neural Diagnostics, prête à se lancer à 0,001. 15 minutes avant que ma vie ne change pour toujours. Je pensais à tout annuler. Mais alors je pensais au dossier de présentation, à ne pas être invité dans la vie de ma petite fille, à 2 ans de mensonges, aux 23 dessins, à Abigail chuchotant parce qu'aimer son grand-père était interdit. 23h58. Je me tins près de la fenêtre. La neige tombait. Nuit silencieuse. Demain, ma famille me détesterait. Mais ce soir, pour ces 2 dernières minutes, j'étais encore juste papa. Minuit. Jour de Noël. Mon téléphone s'illumina. L'article Forbes était en ligne. Pionnier technologique accuse sa fille de voler un framework IA breveté. Introduction en bourse de Neural Diagnostics. Valorisation de 2,7 milliards d'euros. 00007. Sophie appela. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était brute, paniquée, brisée. En arrière-plan, musique, voix, chaos. Sa fête s'effondrant en temps réel. J'ai dit la vérité, Sophie. Tu nous as détruits, le jour de Noël, devant tout le monde. La vérité t'a détruite, pas moi. Demande-toi pourquoi. On est une famille. La famille ne vole pas, Sophie. La famille n'efface pas. Chris en arrière-plan. Puis la voix de Rebecca. Papa, on va te poursuivre pour diffamation. Tu nous as détruits. David Grayson a tout vérifié. Vous n'avez pas de cas. Tu es un homme amer et égoïste. Tu ne pouvais pas supporter de nous voir réussir. Je ne pouvais pas supporter d'être effacé de ma propre vie. La ligne devint morte. Je restais assis dans le noir. Téléphone brillant dans ma main. C'était fait. La vérité était dehors, et il n'y avait pas de retour en arrière. Les conséquences. À 1h du matin, mon téléphone affichait 53 appels manqués. L'article Forbes avait 50 000 partages. Le hashtag George Justice Diagnostic était en tendance nationale. Message de soutien. Vous êtes un héros. Merci pour votre courage. Message de haine, destructeur de famille. Vieil homme amer. Catherine arriva à 7h avec du café et des croissants. Elle me trouva dans la chaise de Marie. Cheveux non peignés, yeux secs de ne pas avoir dormi. Je l'ai fait, dis-je. Je sais, l'article est partout. Les gens m'appellent un héros. Les gens m'appellent un monstre. Tu as fait la chose juste, la chose nécessaire. Parfois c'est la même chose, parfois pas. Je suis là pour rester avec toi pendant que tu vis avec ta décision. Catherine sortit son téléphone. Sophie a tenu une conférence de presse hier soir. Tu devrais la regarder. Sophie apparut à l'écran. Visage ravagé, yeux rouges, cheveux non peignés. Voix d'un journaliste. Dr Rousseau a déposé son brevet en mars. Vous avez approché des investisseurs en juin. Expliquez. Sophie se figea. La recherche était collaborative. Ah, aviez-vous la permission du docteur Rousseau? Oui ou non? Long silence. Puis Sophie se leva. Pas d'autres questions. Elle quitta la scène. Ce clip a 5 millions de vues, dit Catherine, en moins de 12 heures. Un email arriva de Jake Morrison chez Hartwell Diagnostics. Docteur Rousseau, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Jake Morrison. Je suis chercheur chez Hartwell. J'ai 28 ans. Ma femme Sarah est enceinte de 7 mois. Notre fille Emma a 3 ans. Ce matin, la moitié de notre labo est licenciée. J'ai toujours mon emploi pour l'instant. Mais je suis terrifié. Nous avons un prêt immobilier, 2 400 € par mois. Des factures médicales, 8 000 €. Emma commence la maternelle, 600 € par mois. Le nouveau bébé aura besoin de garde, 1 200 €. Sarah ne peut pas travailler. Grossesse à haut risque. Elle est alitée. Si je perds cet emploi, nous perdons tout. Je sais que ce n'est pas votre faute. Mais j'ai besoin que vous sachiez que de vraies personnes souffrent. Mon collègue Amy, mère célibataire. Parti. Tyler. Son père a un cancer. Parti. Maria.
Elle vient d'acheter une maison. Partie. 12 personnes. 12 familles. Partie avant l'heure du déjeuner. Nous ne sommes pas des numéros. Nous sommes des personnes. Je lus l'email 7 fois. Chaque fois, les mots coupés en plus profondément. Je répondis, « Jake, merci pour votre honnêteté. Neural Diagnostics recrute. Je joins les coordonnées de Colin Reed. Dites-lui que je vous envoie. Si ça ne marche pas, je vous écrirai une recommandation. Je suis désolé. Vraiment, profondément désolé. Merci de me rappeler que la vérité a des victimes. » Je cliquais sur « Envoyer », puis posais ma tête sur la table et pleurais. Sophie tint une autre conférence de presse. J'ai une courte déclaration. Tout dans l'article Forbes est vrai. En mars 2022, mon père a complété un algorithme révolutionnaire. Il a déposé un brevet. Il m'a parlé de sa percée. Il me faisait confiance. Mais j'ai vu une opportunité. Pas de collaborer, de prendre. J'ai pris ses frameworks, créé des présentations présentant son travail comme technologie de Hartwell. J'ai approché des investisseurs. N'ai jamais mentionné que c'était son travail. Quand il m'a confronté, j'ai menacé une action légale. Essayé de l'intimider pour qu'il me donne son algorithme. Sa voix se cassa complètement. « Papa, si tu regardes, je suis désolé. Ces mots sont inadéquats. Mais c'est tout ce que j'ai. Je démissionne de tous mes postes chez Hartwell Diagnostics. Effet immédiat, permanent. À chaque employé qui a perdu son emploi, je suis désolé. À chaque investisseur, je suis désolé. À ma famille, je suis désolé. À mon père surtout, je comprends si tu ne me pardonnes jamais. Je ne me pardonnerai pas non plus. » Elle quitta la scène. Je restai assis à fixer mon ordinateur portable pendant 20 minutes. Puis j'ouvris mon email. Tapai un message à Sophie. Objet. J'ai vu ta conférence de presse. Corps. C'est un début. Pas « je te pardonne », juste « c'est un début ». Je cliquais sur « Envoyer ». Épilogue. J'écris ceci en février, 14 mois après l'article Forbes. Neural Diagnostics prospéra. Les essais cliniques montrèrent que l'algorithme fonctionnait mieux qu'espéré. Taux de détection précoce en hausse de 43%. Cleveland Clinic s'associa avec nous. Puis 12 autres systèmes hospitaliers. D'ici 2027, notre technologie sera dans 200 hôpitaux à travers l'Europe. Le travail sauvera des milliers de vies. Marie serait fière. Sophie et moi parlons une fois par semaine. Prudemment, honnêtement, reconstruisant la confiance brique par brique. Elle est toujours à Boston, travaille toujours au niveau d'entrée, toujours en thérapie. La semaine dernière, elle appela. J'ai eu une promotion. Chef d'équipe, petite équipe. Mais c'est à moi, je l'ai gagné. Honnêtement, je suis content, Sophie. Merci, papa, ça compte beaucoup. Nous ne sommes pas proches, mais nous sommes honnêtes. Parfois, c'est mieux. Rebecca et moi avons déjeuné le mois dernier. Elle s'excusa, vraiment s'excusa. J'ai vu ce que Sophie faisait, et j'ai trouvé des excuses parce que c'était plus facile que d'admettre que ma sœur avait tort. Je suis désolé, papa. Peut-on essayer d'être père et fille à nouveau? On peut essayer. C'est maladroit, prudent, mais c'est quelque chose. Abigail me rend visite tous les 15 jours. Nous faisons des gâteaux, dessinons, parlons de tout. La semaine dernière, elle demanda « Grand-père, est-ce que ça en valait la peine? Tout ce que tu as traversé. » Je pensais à ça. Vraiment pensais à ça. Oui, parce que tu en vaux la peine. Parce que la vérité en vaut la peine. Parce que j'en vaux la peine. Elle me serra dans ses bras. Je pense que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Je ne suis pas courageux. Je suis juste un homme qui en a eu assez d'être invisible. Si mon histoire aide une personne à se défendre, si elle aide une personne dans les STEM à protéger son travail, si elle aide une personne à choisir la vérité plutôt que le silence, alors chaque moment douloureux en valait la peine. Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas obsolète. Ton travail compte. Ta voix compte. Tu comptes. Ne laisse personne te faire oublier ça. Documente tout. Protège-toi. Parle même quand c'est dur. Même quand ça coûte tout. Même quand les personnes que tu aimes deviennent les personnes que tu dois combattre. La vérité a des victimes. Mais le silence en a plus. Choisis la vérité. Choisis-toi.
Choisis le courage. Tu n'es pas seul. Aucun de nous ne l'est. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.